Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous lire le chapitre 7 du livre intitulé Sous les vents de Neptune, écrit par Fred Vargas. Le spécialiste qui ne venait pas était parvenu à destination, ainsi que 4 photos du commandant Trabelman. L'un des clichés montrait clairement les blessures de la jeune victime en vue de dessus plane. Adamsberg se débrouillait bien à présent avec sa boîte électronique, mais il ne savait pas comment agrandir ces images sans l'aide de Danglars. Qu'est-ce que c'est? Marmonna le capitaine en s'asseyant à la place d'Adamsberg pour prendre les commandes de la machine. Neptune, répondit Adamsberg avec un demi-sourire, imprimant sa marque sur le bleu des flots. Mais qu'est-ce que c'est? Répéta Danglars. Vous me posez toujours des questions, et ensuite, vous n'aimez jamais mes réponses. J'aime savoir ce que je manipule, éluda Danglars. Les 3 trous de Schiltigheim, les 3 impacts du trident. De Neptune, c'est une idée fixe. C'est un meurtre, une jeune fille assassinée par 3 coups de poinçon. C'est Trabelman qui vous l'envoie. Il est ici. Surtout pas. Alors je ne sais pas. Je ne sais rien avant d'avoir cet agrandissement. Danglars se renfrogna tout en commençant son transfert d'image. Il détestait ce « je ne sais pas », l'une des phrases les plus récurrentes d'Adamsberg, qu'il avait maintes fois conduit sur des chemins indistincts, parfois de véritables vasières. C'était pour Danglars le prélude au marécage de la pensée, et il avait souvent redouté qu'Adamsberg ne s'y engloutisse un jour, corps et bien. J'ai lu qu'ils avaient serré le type, précisa Danglars. Oui, avec l'arme du crime et ses empreintes. Qu'est-ce qui coince? Un souvenir d'enfance. Cette réponse ne fit pas sur Danglars l'effet apaisant qu'elle avait produit sur Trabelman. Au contraire, le capitaine sentit croître son appréhension. Il cadra sur un agrandissement maximal de l'image et lança l'impression. Adamsberg surveillait la feuille qui sortait par hoquet de la machine. Il la saisit par un angle, la fit sécher rapidement dans l'air, puis alluma la lampe pour l'examiner au plus près. Sans comprendre, Danglars le vit attraper une longue règle, mesurer dans un sens, dans un autre, tracer une ligne, marquer d'un point le centre des perforations sanglantes, tracer une autre parallèle, mesurer encore. Finalement, Adamsberg rejeta la règle et tourna dans la pièce, la photo pendant la main. Quand il se retourna, Danglars lut sur ses traits une sorte de douleur étonnée. Et si Danglars avait vu cette émotion banale en 1000 occasions, c'était la première fois qu'il la rencontrait sur le flegmatique visage d'Adamsberg. Le commissaire tira une chemise neuve de l'armoire, y rangea le mince dossier et y inscrivit proprement un titre, le trident numéro 9, suivi d'un point d'interrogation. Il faudrait qu'il se rende à Strasbourg, qu'il voie le corps, ce qui freinerait les démarches urgentes à accomplir pour la mission Québec. Il décida de les confier à Rétancourt, puisqu'elle les menait tous d'une tête sur ce projet. Accompagnez-moi chez moi, Danglars. Si vous ne voyez pas, vous ne comprendrez pas. Danglars passa dans son bureau récupérer sa grosse sacoche de cuir noir, qui le faisait ressembler un peu au professeur de collège anglais, ou parfois à un prêtre en civil, et suivit Adamsberg à travers la salle du concile. Adamsberg s'arrêta auprès de Rétancourt. J'aimerais vous voir en fin de journée, dit-il. J'aurais besoin que vous me déchargiez. Aucun problème, répondit Rétancourt en levant à peine les yeux de son classeur. Je suis de service jusqu'à minuit. Parfait alors, à ce soir. Adamsberg était déjà sorti de la salle quand il entendit s'élever le rire trivial du brigadier Favre, puis sa voix nasillarde. Il a besoin d'elle pour décharger, ricanait Favre. C'est le grand soir, Rétancourt, défloration de la violette. Le patron vient des Pyrénées, il n'a pas son égal pour grimper les montagnes, un vrai professionnel des sommets impossibles. Une minute, Danglars, dit Adamsberg en retenant son adjoint. Il revint dans la salle suivi de Danglars et se dirigea droit vers le bureau de Favre. Il s'était fait un silence soudain. Adamsberg saisit la table métallique par son côté et la repoussa violemment. Elle chavira avec fracas, emportant dans sa chute papier, rapport, diapositives qui se dispersèrent au sol en chaos. Favre, gobelet de café en main, resta saisi, sans réaction. Adamsberg visa le bord de la chaise.
main sur les coudes pour récupérer un peu de dignité devant les collègues qui, à présent, s'approchaient furtivement de l'épicentre de la bataille. Seul Rétancourt, cible de la férocité de Favre, n'avait pas bougé, mais elle ne classait plus. Retirez quoi, brailla Favre? La vérité, j'ai dit quoi? Que vous étiez un as de l'escalade, et c'est pas vrai. J'attends, Favre, répéta Adamsberg. Dès que, répondit Favre qui commença à se relever. Adamsberg arracha la serviette noire des mains de Danglars, en sortit une bouteille pleine, et la fracassa sur le pied de métal de la table. Des éclats et du vin volèrent à travers la salle. Il fit un pas de plus vers Favre, bouteille prise en main. Danglars voulut tirer le commissaire en arrière, mais Favre avait dégainé d'un geste et pointé son revolver sur Adamsberg. Médusé, les membres de la brigade s'étaient statués, dévisageant le brigadier qui osait braquer son arme sur le commissaire principal. Dévisageant aussi leur commissaire, dont ils n'avaient connu en un an que 2 rapides emportements, s'éteignant aussi vite qu'embrasé. Chacun cherchait rapidement un moyen de dénouer l'affrontement. Chacun espérait qu'Adamsberg retrouverait son détachement ordinaire, laisserait tomber la bouteille au sol et s'éloignerait en haussant les épaules. Pose ton arme de connard de flic, dit Adamsberg. Favre jeta le revolver avec dédain et Adamsberg abaissa la bouteille d'un cran. Il ressentit la sensation désagréable de l'excès, la certitude furtive du grotesque, ne sachant trop qui, de Favre ou de lui-même, l'emportait sur ce point. Il desserra les doigts. Le brigadier se redressa et, en une détente rageuse, projeta le culot hérissé de la bouteille, en taillant le bras gauche aussi nettement qu'un coup de lame. Favre fut tiré sur une chaise et immobilisé. Puis les visages se levèrent vers le commissaire, attendant son verdict pour cette situation d'un nouveau genre. Adamsberg arrêta d'un geste Estaler qui décrochait le téléphone. Ce n'est pas profond, Estaler, dit-il d'une voix à nouveau calme, le bras replié contre lui. Prévenez notre légiste, il fera ça très bien. Il fit un signe à Mordant et lui tendit la demi-bouteille fracassée. À mettre en sac plastique Mordant, pièce à conviction à charge de ma violence. Tentative d'intimidation sur un de mes subordonnés. Ramasser son magnum et le culot à charge de son agression sans intention de donner. Adamsberg passa la main dans ses cheveux, cherchant son mot. Si, hurla Favre, ta gueule, lui cria Noël. N'aggrave pas ton cas, t'as déjà fait assez de dégâts. Adamsberg lui jeta un regard étonné. D'ordinaire, Noël épaulait d'un sourire les plaisanteries crasseuses de son collègue. Mais la fissure venait de se creuser entre la complaisance de Noël et la brutalité de Favre. Sans intention de nuisance grave, poursuivit Adamsberg en faisant signe à Justin de prendre en note. Motif du conflit, insulte du brigadier Joseph Favre,